dans la série Sites étranges et mystères du sud de la France. Alors nous allons, toujours avec Charlie, bonjour Charlie. Bonjour. Alors nous allons voyager, on avait parlé de Montpellier, donc je vous montre sur la carte. Nous allons arriver à parler d'une petite ville. Alors on connaît bien entendu le Cap d'Agde, mais le Cap d'Agde est bien entendu lié à la ville d'Agde qui se trouve juste au-dessus et dont Charlie va nous parler. Parce que Agde est pour toi une ville hors du temps. Tel est le titre du chapitre que tu lui consacres dans ton ouvrage. Alors pourquoi cette notion de Agde hors du temps ? Ville hors du temps parce que ses origines sont assez troublantes, assez bizarres. On a également des épisodes qui se situent un peu hors du temps avec des prédictions assez claires de Nostradamus. Et puis hors du temps également, avec notre époque actuelle, avec des phénomènes ovnis. Des phénomènes ovnis que j'ai étudiés sur place et qui sont troublants également. Alors c'est vraiment hors du temps, avec en plus de cela, la menace d'un volcan qui est en sommeil mais qui n'est pas éteint. Et j'ai eu pas mal de témoignages là-dessus. Et ce volcan est une menace pour Agde. Il y a eu encore, au XIXe siècle, l'évêque Rouvroy de Saint-Simon, l'évêque d'Agde, qui était un savant. Il allait sur la montagne, il étudiait les fumerolles. Il y avait encore des fumerolles qui sortaient de la terre. Et ces fumerolles avaient des endroits où c'était vraiment encore incandescent, qu'on appelait les crémades. On appelait les crémades. Et le volcan lui-même, on l'appelait la fournaise. C'était la fournaise d'Agde. Donc Agde est surtout marqué par cette influence d'un volcan. Et quand on voit la cathédrale d'Agde, par exemple, les pierres sont noires. Elles ont été brûlées complètement. Donc, il y a les pierres noires d'Agde. En montant de la mer vers la ville d'Agde, et au-dessus, il y a le mont Saint-Loup, où il y avait les fumerolles et les crémades. Et alors là, la terre est carrément rouge, complètement brûlée. Et c'est là, au-dessus du volcan d'Agde, qu'il y a eu des apparitions d'ovnis, avec des témoins que j'ai interrogés, avec qui j'ai fait le même itinéraire après, qui ont suivi un ovni avec leur voiture. Ça, ce sont des épisodes dans les années 70. D'accord. Et cette vague d'ovnis, c'est quelque chose qui est fréquent. Il y a pas autant, pour autant, le mythe Bugarache, Agde, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que, non, c'est pas du tout. On n'est pas au même niveau de Non, il n'y a pas de légende d'une base ovni, mais il y a quand même eu des apparitions. Mais il y a eu des apparitions qui ont été suivies par une voiture. L'ovni, ils l'ont suivi carrément. D'accord, donc là on en reparlera. D'ailleurs, j'ai des photos. Oui, du magazine. Là, c'est un magazine d'époque, ça, Cap d'Agde, les visiteurs de l'été, c'est ça ? Les visiteurs de l'été, voilà. C'était cet épisode-là. Et il y avait eu quand même d'autres interventions d'ovnis à l'embouchure de l'Hérault, là où se trouve la genouillade, c'est-à-dire la petite chapelle avec l'empreinte du genou de la veille. Alors, l'empreinte, on va revenir donc à l'origine de la ville. C'est une ville d'origine grecque, c'est ça ? Alors, ça a été créé par des Phocéens, dont les Phocéens qui avaient créé à Marseille, mais c'est d'origine grecque, et avec tout le côté de la mythologie, on retrouve les saints qui ont servi à fonder Marseille, avec la Bonadea, avec Diane, et Diane la Bonadea, c'est devenu la Vierge Marie, et Sainte Agathe, autrement dit encore la bonne mère d'Agde. Plutôt, oui. Et Sainte Agathe est une sainte qui est d'origine sicilienne et qui est née au pied de l'Etna, comme par hasard, encore un volcan. Ok. Donc Sainte Agathe est la patronne d'Agde, et les habitants d'Agde sont les Agatois. Les Agatois. On appelle les Agatois. Donc cette Sainte Agathe, c'est un martyr, elle a existé, c'est un mythe, elle a existé. Alors là, on rentre dans la mythologie. Oui, on ne sait pas trop. Les origines d'Agde, avec Sainte Diane, avec des saints qui sont les uns romains, les autres grecs, les autres celtiques. Il y a même des historiens qui ont retrouvé des origines avec des saints asiatiques. Enfin, oui, d'accord. Des personnes asiatiques. Donc c'est très cosmopolite. Mais il faut voir que c'est quand même une région, la Méditerranée, là, qui a été
parcouru par les navires, on peut presque dire, du monde entier, longtemps avant notre ère chrétienne. Et ça continue Donc, parce que c'est un lieu très cosmopolite de tourisme. Voilà, Hein, et c'est un et lieu... avec tous les gens du comme monde on en a entier, parlé. au Cap d'Agde, tout ça. Voilà, c'est connu dans le monde entier, effectivement. Comme par exemple à côté, juste encore sur la côte, avec Babylone, c'était les pays, les Phéniciens d'ailleurs, ont écrit des textes qu'on a retrouvés, où passant au large d'Agde, ils écrivaient qu'ils passaient au large de la montagne qui crache le feu. Donc le volcan était vraiment en activité à cette époque-là. Donc il y avait les Phéniciens, et ce qui est assez curieux, d'après tout ce qu'on a pu retrouver d'une archéologie, avant l'archéologie, ça remonte loin, c'est que tous ces peuples qui se retrouvaient dans ce golfe du Lion, au nord de la Méditerranée, étaient des gens qui se fréquentaient, qui commerçaient, mais ils avaient plutôt, il semblerait, ils avaient plutôt envie de gagner de l'argent que de se faire la guerre. D'accord. Ouais. Et ce volcan, il a un nom particulièrement Oui, bien sûr. C'est le Mont Saint-Loup. Alors le Mont Saint-Loup, alors, pourquoi la légende de Saint-Loup. Oui. Nous avons au nord de Montpellier le pic Saint-Loup. Oui. Hein, donc il y a des relations entre toutes ces choses-là, avec un côté un petit peu ermite qui se retirait pour être en contact avec la divinité. Dans Saint-Loup, c'était pareil sur la montagne qui est au nord de Montpellier, le pic Saint-Loup. D'accord. Alors, il y a une autre, quand on regarde un peu le fil du tourisme, on voit le musée de l'Éphèbe. Alors, c'est quoi cet Éphèbe? L'Éphèbe, c'est la statue, une statue grecque très très ancienne, bien sûr, qu'on a retrouvée dans l'étang de Thau. L'étang de Thau qui est un peu l'étang qui rentre par Sète maintenant, qui était une mer intérieure, à l'époque où Sète était une île, pratiquement. Donc, on rentre dans une époque où l'histoire est imprégnée de beaucoup de légendes. Alors, l'Éphèbe, c'est quoi? C'est de la sexualité? C'est du sacré? C'est quoi? C'est un jeune homme assez efféminé, on pourrait dire, qui a été trouvé, que Agde a étudié, et après, eh bien, comme ça arrive souvent, les Parisiens l'ont pris à Paris pour l'étudier. Ce qui est peut-être normal sur le plan artistique, bien sûr, mais après, ça a été difficile pour qu'il revienne à Agde. Il a fallu des années et des années pour que Agde récupère l'Éphèbe trouvée dans l'étang de Thau tout à côté. D'accord. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement c'est un des symboles de la ville d'Agde, avec effectivement le côté, alors l'Éphèbe du temps des Grecs, ils avaient des mœurs très très libertines, les Grecs. Les Grecs, oui. Et le Cap d'Agde, du côté naturel, est devenu un peu la capitale mondiale du libertinage. Alors qu'est-ce que tu penses de cette coïncidence-là? C'est étonnant. Quand on parle de l'époque où a été créé le port, tout ça, moi, je connaissais le Cap d'Agde, qui était le désert. Total. On y allait pour pique-niquer au bord de l'eau, et Agde était à 4-5 km en arrière. Et il a fallu les années 1960 pour qu'on crée la Nouvelle-Floride, et à la Nouvelle-Floride, bien sûr, Agde était compris sur la côte. Agde était compris sur la côte, en même temps qu'on créait la Grande Motte. Et Agde était compris pour, bien sûr, faire une ville touristique. Il n'y avait pas d'autre intérêt, ni pour la région, ni pour la population. Donc, dans les années 1960, quand on a commencé à faire des travaux, il y avait une route qui allait de Montpellier à Béziers par Pézenas, qui passait au nord, et la route des poids lourds, pour dégager l'autre route, il n'y avait pas d'autoroute, bien sûr, elle passait par Agde. Et à Agde, il y avait un pont qui traversait l'Hérault. Dans Agde. Encore une histoire de pont. D'accord. Cette histoire, c'est assez curieux. Et ce pont, à un moment donné, était assez vétuste, et ni l'État, ni la ville, ni rien, personne n'avait assez d'argent pour le réparer. D'accord. Alors on a ruiné la ville d'Agde, parce qu'on a détourné les poids lourds par la route du Nord. D'accord. Et pendant des années, Agde a été ruiné. Si bien que quand on a commencé ces travaux, la Nouvelle-Floride, depuis la côte de Perpignan, pour le 4, etc., jusqu'à la Grande Motte, là-bas, à un moment donné, les travaux avançant, le chef de l'État, De Gaulle, et Pompidou, son Premier ministre, sont passés dans le Midi
pour voir les travaux. D'accord. Ils sont allés sur la côte des Pyrénées-Orientales, le Cat, Barcarès, tout ça. Et après, ils allaient à la Grande Motte. Ils ne sont pas passés par Agde en voiture, parce que la population les attendait. Ils sont passés en hélicoptère. Ça, c'est une petite anecdote de la vie moderne, mais toujours une histoire de pont dans la ville d'Agde. Alors, sur cette ville, sur son développement, il y a quelqu'un qui a fait une prédiction, on peut peut-être en parler, et tu as écrit un livre là-dessus, peut-être tu peux montrer, c'est Nostradamus. Ah, Nostradamus. C'est un des rares, alors si j'ai bien compris, Nostradamus, il ne cite pas beaucoup de villes et de lieux, mais là, on a une citation de Agde, Nostradamus, in extenso. J'ai beaucoup travaillé sur Nostradamus, qui a été étudiant à Montpellier, voilà. donc j'ai bien suivi son itinéraire, etc. Nostradamus pouvait écrire en clair. Il pouvait écrire en clair, et quand il a fait un quatrain en clair pour la mort du roi Henri II, ça s'est révélé exact 4 ans après. Si bien qu'à partir de là, il a eu des ennuis. Parce qu'il était presque accusé d'avoir provoqué la chose. Oui. Donc, à partir de là, il a écrit dans des textes en prose qu'il écrirait que voilé de telle façon qu'il fallait chercher pour le savoir. Et souvent, on ne prête qu'aux riches, et on a des quantités de gens qui ont parlé des prédictions de Nostradamus, alors qu'il n'en a jamais lui-même écrit une ligne. Et Nostradamus, par exemple, n'a cité dans toute son œuvre, 17 ans d'écriture, il n'a cité que 2 dates. Il a cité 1782 et 1989. Et dans un livre, j'ai étudié ces 2 dates. C'est assez curieux la façon dont il a cité 2 dates clés de notre histoire. Et alors, donc, Agde serait pour lui le lieu d'un grand péril qui aurait peut-être un lien avec l'actualité. Alors, c'est là où ça devient. Il va le voir là. Alors le texte, oui. Lisons Nostradamus et essayons de le comprendre, parce que c'est pas du français courant quand même. Hein. Ah non. On est dans le vieux François, je sais pas comment on appelle ça. C'est assez clair quand même. Alors vas-y. Parce que quand il écrivait clair, il écrivait avec la façon d'écrire de son époque, bien sûr. Alors que nous dit-il là? On nous dit exactement. Au port d'Agde, 3 fustes entreront, portant l'infect, non-foi et pestilence. Passant le pont, 1000 amblerons, et pont rompre à tierce résistance. Bon, là, il nous faut quand même une traduction. Il indique le port d'Agde et le pont. Mais le port, il n'existait pas au moment où il a écrit ça. Moi, j'ai toujours connu le Cap d'Agde, il n'y avait pas de port, il n'y avait pas de pont, et c'était un état complètement sauvage. Il a fallu le développement touristique de cette côte-là. Oui, pour avoir ça. Donc, il a une vision du futur, là. Donc, alors, Nostradamus a très bien décrit un port et un pont. Oui, qui n'existait pas de son temps et qui... Indiquant que c'était des lieux stratégiques. Et évidemment, un port, c'est toujours stratégique, bien que ce soit maintenant un port avec des bateaux de tourisme. Mais c'est important aussi. Et quand on a plus tard construit l'autoroute de Montpellier-Béziers, cette autoroute passe au nord d'Agde. Et on a fait un pont pour relier l'autoroute, commercialement, sur le plan économique, avec la nouvelle ville du Cap d'Agde. Donc, tout ça a été créé à la fin du XXe siècle. Et Nostradamus les a décrits. Étonnant. C'est quand même extraordinaire. Hein. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? Parce qu'effectivement, il faut faire de la lecture de mots, là. Au port d'Agde, 3 fustes entreront, portant l'infect, non-foi et pestilence. Non-foi, c'était des gens de sac et de corde. Sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Comme ça. Alors, ils rentrent au port avec 3 fustes qui vont créer la catastrophe sanitaire. Donc là, il y a pestilence, peste, quelque chose autour de ça. Pourtant, l'infect, non-foi et pestilence. Voilà. Nostradamus, c'était quand même un médecin. Oui. Il était médecin, il avait guéri pas mal de pestiférés. Il avait interrompu ses études, comme beaucoup d'étudiants à cette époque-là, et il était allé soigner les pestiférés en Italie. Et il était revenu sans avoir eu le moindre problème de santé. Et on l'a accusé, si bien qu'il a failli ne pas avoir son diplôme de médecin quand il a repris ses études, on l'a accusé de faire de la sorcellerie,
parce qu'il utilisait une poudre blanche personnelle dont il n'a jamais voulu révéler la composition. Oui, qui avait peut-être un lien avec la pierre philosophale ou l'alchimie, alors peut-être. Eh ben, c'était un alchimiste. Ah, c'était un alchimiste aussi, donc... À Montpellier, il avait étudié l'alchimie, il avait trouvé... Ouais. Et c'était pas tellement peut-être le secret de l'alchimie pour lui, c'était qu'il avait, comme les étudiants de Montpellier, fait des études tout à fait illicites. À cette époque-là, à l'époque de Nostradamus, donc au XVIe siècle, il était interdit de disséquer des cadavres. Eh oui. C'était formellement interdit, c'était le bûcher, il y avait l'Inquisition. Donc Nostradamus faisait partie de ces étudiants de Montpellier qui n'étaient pas les enfants de cœur. Hein. Ils ont toujours eu cette réputation, et déjà c'était là. Donc Nostradamus, avec ses collègues de la faculté de médecine, ils partaient par des petites routes depuis la faculté de médecine, tu vois où c'est, hein. Et j'ai retrouvé les petites rues. J'ai retrouvé ces petites rues qui sont ces rues de Montpellier, et dans ces rues de Montpellier, ils rejoignaient la commune clôture, la clôture de la ville, qui se trouvait derrière là où il y a actuellement l'église de Saint-Denis, les chèques postaux. Donc là, ils soudoyaient les gardiens, le petit groupe passait dans le cimetière, qui était à l'emplacement des chèques postaux, et là ils repéraient une tombe avec la terre qui était remuée assez fraîchement, et ils déterraient le cadavre. Et ils emportaient le cadavre, ils repassaient par le gardien, qui ressoudoyait à nouveau, et par les petites rues, en faisant bien attention, parce que c'était le bûcher, si on les avait attrapés. Ils arrivaient à rentrer le cadavre, et là ils faisaient des études de médecine. Et on pense qu'en faisant ces études interdites, ils ont fait des découvertes. Nostradamus, notamment, dit que c'est comme ça qu'il a fait des recettes pour conserver les fruits. Notre ami fait des recettes de confiture, entre autres. Donc, ils avaient trouvé des moyens de soigner, des médicaments, ils ne pouvaient pas le dire. Ils ne pouvaient pas le dire. Donc, on pense que c'était à la suite de ces, on peut dire, de ces travaux interdits, que des médecins ou apprentis médecins ont fait des découvertes médicales, et puis quand ils sont partis soigner les pestiférés, ils les ont utilisés. D'accord. Et on a, ça peut être lié. Quand Nostradamus a refusé de donner la recette, même à Montpellier, malgré ses études brillantes, il a fallu longtemps pour qu'on lui délivre son diplôme de médecin. Parce que c'était un sorcier. Oui, à l'époque, on a brûlé beaucoup de gens pour moins que ça. Oui, absolument. Effectivement. Sur le... Alors, donc, Nostradamus, il nous annonce la fin du monde. Qu'est-ce qu'il nous annonce là avec cette prophétie dans sur cette Agda prophétie, portant l'infect des fois, alors il dit ensuite, passant le pont, donc il dit bien qu'il y a un port, il dit qu'il y a un pont, il les a vus quoi, passant le pont, 1000 amblerons. Amblerons, on pense que c'est des gens qui se sont défendus, qui ont essayé. Le mot ambleron n'est pas utilisé. Oui, tout à fait, c'est désuet. Et ensuite, 1000 amblerons, et pont rompre à tierce résistance. Donc le pont a été conquis, et ensuite il y a eu une résistance qui était la troisième ou autre. D'accord, donc c'est une espèce de guerre maritime, alors, de guerre... de là, on peut dire plein de choses quand même. Il y a des quatrains qui parlent de conflits, etc. Ils parlent de l'Espagne, ils parlent de Béziers, etc. Et je pense qu'on a beaucoup extrapolé, mais on a vu une guerre. Certains ont fait des livres sur la Troisième Guerre mondiale en partant de là. Mais Nostradamus va parler de conflits. Il était médecin. Et puis il parle de pestilence aussi, c'est ça qui est... Infect et pestilence. Voilà. Et 3 fustes qui rentrent dans le port. Alors on s'est dit, bien sûr, dans un port, 3 bateaux, ça se remarque. Mais les fustes à cette époque-là... Qu'est-ce que c'est qu'un fuste? C'était des bateaux à fond plat, naviguant à la rame et à la voile. D'accord, oui. Donc des petites barques. Des petites barques, qui naviguant à la voile et à la rame. Donc, à notre époque, si ça se rapporte à l'époque où il y a le pont et le port, si dans le port d'Agde maintenant, arrivaient 3 petites barques avec tous les éléments d'une guerre bactériologique, on arriverait à avoir une pandémie comme on la connaît en 2020. Oui, et peut-être pire que ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce que on pourrait imaginer que... oui, d'accord. Donc, quand j'ai étudié ça, il y a dans les années
70 par là, on disait mais c'est pas possible de faire une infection si grande. Oui. Mais c'est l'époque où un savant, un gars qui a fait l'expérience, a créé la myxomatose. Eh oui, oui, donc Et là, la myxomatose, avec très peu de ce qu'il avait fabriqué, il a complètement éradiqué les lapins pendant des années. donc on n'est plus dans la science-fiction, maintenant ça pourrait... C'est pour ça, moi je me suis intéressé d'abord d'accord. science-fiction, Ouais. interprétation, mais après possibilité d'être exact. Et c'est rigolo qu'on en parle maintenant, vu ce qui se passe, effectivement. Hein, donc là... Et c'est- ça, je l'ai écrit quand même il y a pas mal de il y a temps. pas mal de temps, on est dans les années 80. J'ai bien hein. intéressé. Et Voilà. j'ai bien connu, Ouais. j'étais un ami, on est allé chez lui, on s'est fréquenté, Jean-Charles de Fontbrune, Oui, qui avait traduit Jean-Charles les Fontbrune, quatrains qui a écrit ouais, voilà. Nostradamus, historien et Les prophète. prophètes, ouais. J'ai ouais. connu, on a travaillé là-dessus également. Et donc Agde est une ville, on voit, qui est menacée par plein de choses. Alors revenons peut-être sur l'histoire de ce volcan, qui n'est pas un volcan isolé, je crois, il est lié à toute une chaîne de volcans. Hein. C'est important parce qu'il y a une chaîne de volcans qui part d'Afrique, d'Agadir, et ça monte par la Méditerranée, ça aboutit dans le golfe du Lion. On sait que Maguelone était un rocher volcanique, et évidemment, à Agde, on arrive à avoir des cratères qu'on voyait autrefois très bien sur la côte du Cap d'Agde, quand il n'y avait pas la ville. Mais maintenant, c'est occupé. Et le volcan qui est au-dessus d'Agde, Agde est à 4 km de la côte du Cap d'Agde, au-dessus d'Agde, il y a le mont Saint-Loup. Et ce mont Saint-Loup est un mont qui fait partie de cette chaîne de volcans. Et cette chaîne de volcans qui passe à Agde, elle monte jusqu'au volcan d'Auvergne. Ah, carrément, oui, Elle d'accord. monte jusqu'au volcan d'Auvergne, qui ne sont pas des volcans complètement éteints Éteint. non plus. Et donc, à Agde, ils sont sur un volcan, on peut dire. Et la chaîne de volcans, c'est quand même intéressant à savoir, elle monte en croisant une chaîne de failles géologiques, qu'on peut remarquer au nord de Montpellier, entre Pic Saint-Loup et l'Ortus. Cette grande faille qui rejoint à l'Odève toute la chaîne des volcans. Et ce qui est curieux, c'est qu'à l'Odève, il y a des vibrations très particulières qui fait qu'à l'Odève, on retrouve beaucoup de gens très pittoresques qui s'installent à l'Odève. Ah, pour des raisons telluriques et énergétiques, alors, tu penses? Il y a Oui. un côté énergétique. D'accord, important. Par exemple, j'ai bien connu Lanza del Vasto, Oui, qui s'était installé, la Morinoble, à côté de l'Odève. ok. Par exemple, Oui. actuellement, c'est le Dalai Lama qui a une colonie Une communauté au nord de l'Odève. Oui, Sur oui, le d'accord. Pertus. Donc, il y a quelque chose. Donc il y a quelque chose là, À l'Odève. on peut parler longtemps parce Oui, que oui, je me suis d'accord. beaucoup intéressé également. D'accord. Donc, pour les volcans, c'est important de voir que le volcan d'Agde n'est pas un cas isolé. Et j'ai eu des gens que je connaissais très bien qui habitent à Bessan. Bessan, c'est à côté d'Agde, mais c'est carrément sur le volcan. Et ils m'avaient raconté, je l'avais entendu dire, mais j'ai entendu d'avoir des gens que je connaissais, que de leur cave, quand ils mettaient l'oreille contre le sol de la cave, ils entendaient parfois des grondements. Ah oui, voilà. C'est un peu la légende. Oui, la légende, mais c'est Mais intéressant. hein, de ceux voir qui me ça. l'ont dit sont crédibles. D'accord. Voilà. Hein. Alors, c'est important le volcan. oui. Alors, pour terminer sur Agde, on parle il y a beaucoup de féminin sacré. Alors, on aurait trouvé une trace d'une de ces femmes quelque part à côté d'Agde. Alors oui, ça c'est sur le gros d'Agde. Oui. Le gros d'Agde, c'est l'embouchure de l'Hérault. L'embouchure de l'Hérault, sur une petite place bien ensoleillée, il y a une petite chapelle qui a été restaurée il y a 2-3 siècles et qu'on appelle la Genouillade. La Genouillade, c'est comme les églises romanes, c'est une chapelle très sombre, c'est très sombre, et quand on rentre, on voit toute l'histoire de la Genouillade qui a été sculptée en céramique derrière le maître-autel. Et ça a été fait récemment, hein, enfin dans les années 70, par là, 80, et c'est Paul Artus que j'ai connu, l'artiste de Montpellier, qui a fait toute une céramique en rétable qui raconte la légende du genou de la Vierge. Alors cette légende, c'est que Agde a failli plusieurs fois être détruite par les tempêtes, par les flots. Et
il y avait une tempête formidable qui faisait qu'Agde était menacée d'être détruite, et un religieux, sur cet emplacement, était en train de prier. Mais il priait, et malgré tout, les flots avançaient, et puis il a remarqué qu'il y avait une femme sur le rocher à côté, qui priait également, qui se joignait à sa prière. C'était pas Sainte Agathe, c'était la Vierge Marie. C'est la légende, bien sûr. C'est la Vierge Marie qui s'est joint à la prière de ce religieux, et à partir de là, les flots se sont retirés. Voilà, en gros, la légende de la genouillade. Quand les flots se sont retirés, sur le rocher où elle avait prié, il y avait un trou. C'était l'empreinte de son genou. D'accord. Donc la genouillade, c'est la légende de l'empreinte du genou de la Vierge. Voilà. Une légende qui est très belle d'ailleurs. Et quand on rentre, on a à l'entrée de cette petite chapelle un endroit qui est protégé par une grille avec un trou. Et c'est là qu'est situé, légendairement bien sûr, le genou de la Vierge. Voilà, alors c'est rigolo parce que on avait commencé avec des menaces d'apocalypse, de fin du monde et compagnie, et là on voit que une simple prière peut faire reculer l'inéluctable. Hein. Il peut y avoir des vibrations d'apocalypse, des vibrations dangereuses du volcan, mais il peut y avoir des vibrations que nous-mêmes nous pouvons générer et qui peuvent faire basculer dans notre sens. Voilà. Bon, bah, c'est une belle conclusion optimiste et on en a bien besoin en ce moment. Merci, Charlie. Je crois, oui. Merci.